Si nous regardons l'ancêtre commun à tous les protostomes sur le cladogramme animal, cet arbre de vie, cet ancêtre donnera finalement naissance à deux clades descendants. L'un sera connu sous le nom de l'Ophotrochozoa, que nous venons de voir avec les vers plats et les annelides et les mollusques. Et l'autre clade descendante sera l'Ecdysozoa. Ce mot Ecdysozoa signifie les animaux qui subissent une ecdyse, qui est un terme biologique pour la perte de son exosquelette. Donc la caractéristique commune à tous les membres de ce groupe des ecdysozoaires est qu'ils vivent tous dans une sorte d'exosquelette, qui est sécrété par l'épiderme vers l'extérieur, et les animaux vivent dans cette coquille protectrice. Comme habituel dans le règne animal, il y en a un compromis qui vient avec cet avantage. Afin de grandir ou d'entreprendre des changements développementaux, des animaux qui vivent dans cette coquille protectrice, comme cette cigale par exemple, doivent se débarrasser de leur exosquelette avant d'être capables de grandir ou de changer le plan corporel. Et c'est en fait l'origine du nom Ecdysozoa, qui veut tout simplement dire des animaux qui entreprennent l'ecdyse ou de se débarrasser de leur exosquelette. Et cela, ce n'est pas une mince défi. Malgré cela, les arthropodes sont devenus le groupe d'animaux avec le plus de succès. Avec presque 1 million d'espèces, ils éclipsent tous les autres animaux en termes de biodiversité. Ils ont évolué des interactions écologiques très importantes avec presque tous les organismes dans tous les écosystèmes de la planète. Il existe plusieurs raisons pourquoi les arthropodes ont développé tant de succès, tellement plus que tous les autres animaux réunis. La première et principale raison est fondamentalement cet exosquelette qu'ils ont. Cette coquille externe rigide dans laquelle ils vivent est très protectrice. Et c'est la clé de leur succès pour assurer leur survie face à de nombreux défis environnementaux. La perte de la peau externe fournit à certains de ces arthropodes l'opportunité de changer leur plan corporel, un processus connu sous le nom de la métamorphose. Et cette métamorphose contribue au succès des arthropodes en permettant des différents stades de vie d'occuper de différentes niches écologiques, comme cette cigale qui émerge dans son stade adulte final, avec la capacité de voler. Cette flexibilité autour du plan corporel signifie qu'il peut y avoir plus d'individus de la même espèce en occupant le même habitat, sans que les différents stades de vie n'entrent en compétition les uns avec les autres pour les ressources. La prochaine clé du succès des arthropodes a été l'évolution du vol. De manière significative, et contrairement à tous les autres animaux qui ont évolué vers le vol, dans le cas des arthropodes, cela n'a pas impliqué une perte de l'utilisation d'autres appendices. Considérez les animaux qui ont évolué vers le vol actif. Les oiseaux, chauves-souris et les ptérosaures, ces reptiles volants de l'ère mésozoïque, et les insectes. Dans les 3 premiers cas, les appendices utilisés pour le vol sont les membres antérieurs de ces vertébrés, ce qui a réduit leur capacité à être utilisés d'une autre manière. Cela signifie un sacrifice ou un compromis dans l'utilisation des bras par rapport aux ailes. Ce n'est pas vrai pour les insectes, qui ont maintenu la présence de leurs pattes au cours de l'évolution et ont développé des ailes secondairement, ce qui signifie qu'ils ont à la fois des ailes et des jambes, ce qui leur donne beaucoup plus de mobilité et une plus grande capacité à d'exploiter différentes niches dans l'environnement. Le dernier point de succès des arthropodes, qui a tant contribué beaucoup à leur domination écologique, est lié à
leur potentiel reproductif, dans le sens que les femelles individuelles arthropodes ont généralement une fécondité très élevée, c'est-à-dire un fort potentiel pour produire beaucoup de descendants. Et bien sûr, les temps de génération sont courts dans ces organismes à courte durée de vie, ce qui signifie qu'ils se reproduisent rapidement, en grand nombre, et ils peuvent le faire très fréquemment. Donc il y a ce haut potentiel reproductif, vu de façon spectaculaire ici dans ce clip de cricket, qui fournit un grand potentiel adaptatif pendant la sélection naturelle à cause du nombre énorme de descendants qui sont soumis à de diverses pressions sélectives. Et, par conséquent, la possibilité d'adaptation à évoluer au sein de cette descendance est élevée, étant donné de la variabilité génétique qui serait parmi eux. Maintenant, il y a aussi des conséquences écologiques à ce grand succès des arthropodes, dans le sens où les arthropodes sont souvent presque partout sur la planète entière, dans tous les types d'habitats, en termes d'eau douce, marine et terrestre dans de nombreux cas. Ils sont aussi le type d'animal le plus nombreux en termes de nombre d'individus. Par exemple, si nous pensons aux colonies de fourmis, où ils peuvent compter des milliers ou même des millions d'individus. D'autres types d'impacts sur les processus écologiques sont les nombreuses relations symbiotiques que les insectes ont formées, en particulier avec les plantes, au cours de l'évolution. Nous parlons spécifiquement des exemples comme la pollinisation, la dispersion des graines et la protection des plantes contre leurs ennemis herbivores naturels. C'est un autre rôle qui est souvent joué par les fourmis, par exemple, qui sont très territoriales et vont défendre leurs ressources végétales contre tout autre insecte ou animaux qui voudraient s'en nourrir. Enfin, les insectes sont si nombreux, diversifiés et abondants qu'ils font presque partie intégrante de nombreux aspects du fonctionnement des écosystèmes. Dans les rôles écosystémiques qu'ils jouent via la reproduction des plantes et la pollinisation, par exemple, le cycle des nutriments via la chaîne alimentaire, ou dans le cycle de décomposition à titre d'exemple. Et donc, l'importance des insectes et des arthropodes en général au fonctionnement de l'écosystème ne peut être surestimée. Et bien sûr, cela implique que toute perte de biodiversité due aux activités humaines qui affectent les populations d'arthropodes serait des menaces pour notre propre survie et la durabilité de l'environnement. D'où viennent les arthropodes? D'où ont-ils évolué? La source d'origine des arthropodes était très probablement une adaptation d'une forme de corps qui aurait été très similaire à quelque chose comme un ancêtre commun des annélides, c'est-à-dire un long organisme segmenté ressemblant à un ver segmenté qui possède divers appendices venant des côtés de chaque segment. Très similaire à quoi ressemblent les vers marins modernes des polychètes, par exemple. Et, bien sûr, à certains arthropodes modernes. Il y en a qui ressemblent plus ou moins à ce plan corporel, avec une tête, une série de segments le long du corps et des appendices qui sortent, très bien comme les centipèdes et les mille pattes, qui ont plus ou moins conservé cette forme plus ancestrale. Les arthropodes supérieurs, cependant, ne portent pas cette forme de corps purement segmentée et subissent un second processus de développement connu sous le nom de tagmatisation. Il s'agit d'un processus dans lequel les différentes unités segmentées, ou les métamères, sont fusionnées en régions du corps afin de former des groupes fonctionnels. Ainsi, le plus commun forme d'arthropode que vous connaissez peut-être déjà est celui avec une tête, un thorax et un abdomen. Mais ce sont des fusions d'une série de régions corporelles segmentées en unités fonctionnelles qui remplissent certains rôles. D'une manière générale, la tête est la région de collecte sensorielle,
responsable de la réception et du traitement des informations sensorielles, ainsi que la prise de nourriture, l'ingestion des aliments. Le thorax est généralement le moteur locomoteur du corps s'engageant dans la marche et ou le vol, et l'abdomen est plutôt la section physiologique, où il y a la digestion, l'excrétion, la reproduction, par exemple. Donc, l'origine évolutive des arthropodes est celle dans laquelle la métamérisation ou la segmentation est fusionnée en régions du corps, plus particulièrement en tête, thorax et abdomen, qui est le plan principal pour les arthropodes après les centipèdes et les mille pattes. La principale caractéristique des arthropodes est l'exosquelette, composé d'une substance dure qui est sécrétée à l'extérieur de l'épiderme, et composé principalement de chitine, un polysaccharide, ou des molécules de carbonate de calcium, qui est très dur, imperméable à l'eau et au gaz, et très protectrice. Comme les arthropodes sont enfermés dans cette coquille protectrice étanche, elles limitent leur croissance et leur développement. Et donc, elle doit être remplacée à chaque fois qu'il y a une telle croissance ou développement. Le processus de mue ou de la perte de l'exosquelette, comme vous l'avions déjà entendu parler comme étant l'ecdyse, se déroule en plusieurs étapes impliquant l'élimination de l'ancien exosquelette, de réabsorber certaines des substances qui étaient incorporées ou investies dans cet ancien exosquelette, ou investies dans cet ancien exosquelette, la croissance du nouveau en dessous, se débarrasser de l'ancien, et ensuite augmenter la taille du corps et en durcissant le nouvel exosquelette. Ce processus est très coûteux en termes de temps et d'énergie. Laisse également l'animal vulnérable au danger. La production et le remplacement de l'exosquelette sont très élevés en termes d'énergie et de nutriments. L'une des façons dont les arthropodes peuvent minimiser cette énergie et la perte de nutriments de la mue du squelette est de réabsorber une partie de l'ancien squelette avant qu'il se détache, récupérant ainsi certains de ces nutriments qui seraient autrement gaspillés. La prochaine limitation ou défi associé avec l'ecdyse est la brève période de temps qui suit la chute de l'ancien exosquelette et avant le durcissement du nouveau. Faisons comme si cette banane était un arthropode et que la peau est l'ancien exosquelette. Lorsque l'exosquelette se détache, l'arthropode est très sensible aux dommages causés par l'environnement, via des produits chimiques tels les acides sur la surface du corps, des pressions telles être piétiné ou écrasé par un rocher, ou de la pression de la prédation, bien sûr, par un autre animal cherchant à les manger. Miam! Parce que la perte de l'exosquelette laisse la créature si vulnérable, c'est un processus qui n'est entrepris seulement quand c'est nécessaire, et seulement à des moments spécifiques du cycle vital des arthropodes. En regardant certains arthropodes, le prochain grand groupe est celui des chélicères, qui englobe les araignées, les mites, les tiques et les scorpions. Au fait, n'essayez pas cela à la maison. Parmi eux, les araignées sont le groupe le plus connu. Il y a 50 000 espèces dans la classe des arachnidés. Les araignées sont des animaux prédateurs qui ne sont pas très actifs. Ils attrapent généralement leur proie en utilisant des dispositifs de lure et de piégeage sous forme des toiles d'araignée. Les araignées tissent leurs toiles avec des filières qui libèrent de la soie qui est solide et collante. Dans de nombreux cas, elles reflètent également les longueurs d'onde ultraviolettes de lumière, qui seraient attrayants pour certains autres arthropodes qui vont ensuite se faire prendre dans la toile et pour devenir le prochain repas de l'araignée. Le nom Chelicera pour ce groupe d'arthropodes provient des pinces qui sont situées autour de la bouche et qui injectent du venin dans la proie.
Les araignées utilisent leur chélicère pour mordre leur proie, qui est généralement un autre arthropode. Puis, ils injectent du venin qui va liquéfier les muscles et les organes. Après, l'araignée va aspirer ce liquide prédigéré pour être distribué à travers leur propre corps pour la digestion. C'est un mode d'alimentation unique des araignées où elles prédigèrent leur proie à l'extérieur du corps avant d'aspirer ce liquide prédigéré. Pour cette raison, étant donné que les araignées ne font généralement que de se nourrir d'une diète liquide, nous trouvons très peu d'adaptation dans le tube digestif des araignées pour traiter ou décomposer mécaniquement les aliments, étant donné que le haut degré de digestion a déjà eu lieu dans l'exosquelette de leur proie. Donc, ce que nous voyons dans l'appareil digestif de l'araignée est en fait juste une série de ramifications ou des plis et des lobes qui permettent à ce régime liquide d'être distribué à de diverses parties du corps et pour une grande surface pour laquelle les aliments liquides puissent se diffuser dans les tissus du corps pour absorption, suivi par une digestion intracellulaire pour nourrir l'animal. Le groupe suivant d'arthropodes est les crustacés. Il y a environ 70 000 différentes espèces. Nous parlons ici des homards, crabes, écrevisses et autres. Leur tagmatisation corporelle est essentiellement comme ayant une région de la tête, thorax et abdomen, mais la tête et le thorax sont quelque peu fusionnés en une seule unité indiscernable, généralement appelée céphalothorax. Ces crustacés sont en grande partie marins et ils sont généralement des filtreurs, utilisant leurs nombreux appendices autour de leur bouche pour manipuler, goûter, sentir et traiter la nourriture au fur et à mesure qu'elle entre dans la bouche. Le groupe le plus grand et le plus diversifié des arthropodes sont les insectes. Classe Insecta compte environ 850 000 espèces. C'est plus de la moitié de toutes les espèces animales connues, ce qui fait que cette classe d'arthropodes est le groupe le plus diversifié de tous les animaux. La plupart d'entre nous reconnaîtront la forme typique du corps d'un insecte, à savoir la tête, le thorax et abdomen, où la tête possède des antennes, les grands yeux et des pièces buccales. Le thorax possède 3 paires de pattes et 2 paires d'ailes, et l'abdomen est segmenté avec des organes physiologiques, digestifs, excréteurs et reproducteurs à l'intérieur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les arthropodes ont un processus de mue quand ils grandissent. Mais les insectes ont fait un pas plus loin et ont profité du processus de mue pour non seulement grandir, mais pour aussi changer la structure de leur format de corps pendant qu'ils sont à le faire. C'est un processus connu sous le nom de la métamorphose, où chez les différentes étapes du cycle de vie, il peut y avoir des changements dramatiques entre les formes corporelles des juvéniles et adultes, par exemple. Les étapes principales de la vie pour une métamorphose chez les insectes, comme dans le cas du monarque, sont les œufs, les larves, la pupe et l'adulte, que vous voyez sortir de sa chrysalide ici. D'une manière générale, les larves juvéniles correspondent à la phase d'alimentation, la nymphe ou pupe est le stade de transformation et l'adulte est le stade de reproduction, bien qu'il ne soit pas limité à ces seules activités pendant chacun de ces stades de vie. Cependant, l'une des conséquences d'avoir des juvéniles et des adultes qui entreprennent des rôles écologiques complètement différents est qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'individus de chaque espèce, sans que les juvéniles et les adultes ne soient en compétition les uns avec les autres pour des ressources, créant ainsi un autre facteur de leur succès écologique global. De manière générale, la définition d'un animal adulte est celui qui est sexuellement mature.
Et chez les insectes, non seulement c'est sexuellement mature, mais c'est le moment où l'organisme va développer ses ailes, qui lui permettent d'être plus mobile, de s'engager dans la dispersion pour être en mesure de chercher des partenaires sexuels, par exemple. Mais l'évolution du vol des insectes est une histoire curieuse en soi, comme nous l'avons mentionné, car contrairement aux autres types d'animaux, elle n'a pas impliqué la perte de tout autre appendice locomoteur antérieur. On a supposé que l'évolution du vol des insectes s'est produite par une adaptation des branchies aquatiques qui aurait été utile pour les échanges gazeux en milieu aquatique, mais que les insectes adultes ont été capables d'utiliser ces branchies comme une sorte de voile ou un mécanisme de navigation. Cela leur aura permis d'écumer ou de nager sur la surface de l'eau et d'atteindre des taux de transport plus élevés. Au cours du temps de l'évolution, bien sûr. Ce mode de transport aurait été favorisé par l'évolution jusqu'à ce qu'une adaptation d'une véritable musculature motorisée qui pourrait déplacer ses ailes et finalement leur permettre de prendre l'air et pas seulement de frôler la surface de l'eau. Donc, bien sûr, le vol est une caractéristique très importante pour les insectes. Et le premier mécanisme de vol était dans lequel les muscles de vol sont plus ou moins attachés directement à la base des ailes. Et les contractions musculaires provoquent les ailes à monter et descendre. Ainsi, une forme de vol très puissant et efficace. Mais les insectes supérieurs ont évolué vers un mécanisme encore plus adaptatif dans lequel les muscles ne sont pas directement attachés aux ailes, mais plutôt à la cage thoracique elle-même. Cela permet aux ailes de se déplacer via des mécanismes de charnière qui sont forcés vers le haut et vers le bas par la déformation du thorax. Et l'une des conséquences importantes de ce système musculaire de vol indirect est que nous pouvons obtenir plus de battements d'ailes par contraction musculaire grâce au mécanisme de résonance qui est induite dans la vibration de cette cage thoracique, ce qui fait que les ailes battent à une fréquence plus élevée que celle des nerfs qui envoient des impulsions, ce qui les rend plus efficaces énergétiquement et compensant certains des défis associés au vol, qui est déjà un mode de locomotion très coûteux en énergie. C'est aussi pourquoi, si nous devions écouter la fréquence des battements d'ailes de certains insectes supérieurs, comme des mouches par exemple, ainsi nommés après leur incroyable capacité à voler, nous noterons que la fréquence des battements d'ailes est beaucoup plus élevée en raison de ce mécanisme indirect de vol. Donc, si on était pour écouter le battement des ailes primitif, mais pourtant puissant, chez les libellules par exemple, ce serait une basse fréquence et on pourrait ressembler à quelque chose comme pendant qu'elle vole. Alors, si vous deviez attraper une mouche et la garder dans votre main, peut-être ce que nous avons tous fait, et l'entendre essayer de s'échapper de cette petite chambre, nous saurons que la fréquence de ses ailes est beaucoup plus élevée, ressemblant plutôt à et c'est une indication de la vitesse à laquelle leurs ailes battent en fonction de ce mécanisme de vol hautement adaptatif. Maintenant, parce que ces animaux sont très actifs, leur système nerveux doit s'adapter afin d'être en mesure de fournir des entrées sensorielles, ainsi que des mécanismes de contrôle pour gouverner ces niveaux d'activité. Les insectes ont un cordon nerveux ventral qui s'étend sur toute la longueur du corps, avec un mini-cerveau dans la tête et des ganglions associés aux activités importantes comme voir, se nourrir et bouger les appendices locomoteurs. Mais il y a aussi des ganglions tout au long de chacun des segments, permettant une certaine quantité de contrôle indépendant des segments le long du chemin. En termes d'entrée sensorielle, les insectes ont un grand nombre de sens très bien développés. Tout d'abord et avant tout, leur vision.
Ce sens est généralement très bien développé grâce à l'utilisation d'un œil composé, qui est unique dans le règne animal, car c'est composé d'une série d'unités de lentilles qui sont isolées les unes des autres. Chacun fournit un pixel de vision à l'image entière qui est vue par l'animal. Plus le nombre d'unités, que l'on appelle des ommatidies, plus la résolution de leur vision est bonne. Les insectes, en général, peuvent voir en couleur, et leur vision est trichromatique. La vision humaine est trichromatique également, avec des récepteurs rouges, verts et bleus. Mais la vision des insectes ne possède pas le récepteur rouge et ils ont un récepteur ultraviolet à sa place. Ce donne aux insectes la capacité de voir les patrons de réflectance de longueur d'onde dans le spectre ultraviolet, pour lequel il existe certaines formes de communication dans la nature qui utilisent cette fréquence. Par exemple, comme cette fleur, Potentia reptans, qui pour nous ressemble à ça, jaune vif, monochromatique. Mais pour un insecte, avec la capacité de voir dans la lumière ultraviolette, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez maintenant le voir, il y a un motif distinct dessus. Les fleurs qui cherchent à attirer les pollinisateurs vers la plante afin de transférer le pollen d'une fleur à l'autre utilisent souvent la réflexion de la lumière ultraviolette, afin d'adapter leur message d'attraction pour les insectes qui peuvent voir cette lumière. Ceci malgré le fait que nous, les humains, avons tendance à penser que ces fleurs ont été mises là pour nous, pour les sentir et les apprécier avec nos amoureux le jour de la Saint-Valentin. Ou le jour des morts, selon vos préférences. Mais qui sait? C'est peut-être aussi la façon dont la fleur manipule les humains pour qu'ils nous aident à la propager. Néanmoins, les fleurs ont évolué pour attirer les insectes vers les plantes, et donc c'est compréhensible qu'elles utilisent des indices qui sont pertinents pour les systèmes sensoriels des insectes. D'autres sens importants pour les insectes sont la production et la réception de sons, ou les deux. Les mécanismes possibles incluent des types de membranes tympaniques dans certaines zones de leur corps. Que ce soit sur un membre d'une jambe, sur le côté de l'abdomen ou thorax, une membrane tympanique est essentiellement une membrane vibrante, très similaire à ce que nous avons dans le cône du haut-parleur. Quand on écoute la musique sur notre ordinateur ou une chaîne stéréo ou casque, le son est produit par un cône de haut-parleur comme celui-ci. Il vibre à certaines fréquences pour recevoir des signaux et reproduire ces sons. Le mécanisme est utilisé par les cigales qui produisent une forte cacophonie dans les arbres à la fin de l'été. Comme ces cigales dans la campagne. Un autre mécanisme se trouve dans les stridulations utilisées par les animaux comme les grillons, où il y aura une surface rugueuse appelée peigne et ensuite une surface hérissée connue sous le nom de grattoir. Et le grattoir gratte contre la peigne et fait ce bruit de grillon. Une stridulation que nous associons aux nuits d'été. Ces sons sont importants pour la communication chez de nombreux insectes, comme les cigales et les grillons, dont les mâles utilisent les sons pour courtiser des partenaires potentiels et pour les attirer pour la reproduction. Par conséquent, tant la production et la réception de ces sons sont importants pour la survie de ces espèces. Un autre mécanisme de réception sensorielle qui est également utile dans la communication est celui de la chimiodétection, l'olfaction ou gustation, c'est-à-dire essentiellement la capacité de sentir et de goûter. Plus spécifiquement chez les insectes, le sens de l'olfaction est très bien développé via des dendrites nerveuses avec des récepteurs qui s'ouvrent sur des pores dans des structures sensorielles, comme l'antenne par exemple.
Ils peuvent avoir des récepteurs de goût sur la surface de leur partie buccale, comme les palpes maxillaires et du labium par exemple. Ces récepteurs de goût sont utiles afin de détecter les molécules qui se trouvent à la surface d'une substance avant de la manger. Les récepteurs olfactifs sont ceux qui sont destinés à détecter les molécules qui sont en suspension dans l'environnement. Pour cette raison, l'antenne et ce mécanisme de récepteur sont très importants chez les insectes et diverses formes de communication. Particulièrement dans la communication sexuelle via les phéromones, qui sont essentiellement des produits chimiques utilisés pour communiquer au sein d'une espèce. En général, chez les insectes, la communication sexuelle se produit lorsque les femelles libèrent une phéromone sexuelle dans le but d'attirer les mâles à l'endroit où se trouve la femelle. À ce moment-là, le mâle va tenter de courtiser la femelle en utilisant ses propres phéromones sexuels. Si tout se passe bien, comme fut le cas pour ces deux coléoptères, cela mènerait à la copulation et à la reproduction sexuelle de la prochaine génération. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres phéromones qui sont utiles dans la communication des insectes, y compris les phéromones d'alarme qui peuvent déclencher une sonnette d'alarme et signaler les autres d'un danger. Il y a aussi des phéromones de piste utilisés par les fourmis, par exemple, pour pouvoir se suivre à travers la surface. Une fois que la reproduction a eu lieu, en général, les insectes ne sont pas bien connus pour entreprendre des formes de soins parentaux. Le comportement le plus important que les parents entreprennent afin d'assurer le succès de leur progéniture est un positionnement minutieux des œufs quand il est le temps de les pondre. Donc, chez de nombreux insectes, les femelles ont évolué des organes spécifiques de ponte, connus sous le nom d'ovipositeurs, qui sont spécialisés afin de pondre des œufs à des endroits très particuliers. Habituellement, ces endroits sont associés aux besoins alimentaires de sorte que lorsque les larves sortent des œufs, ils seront prêts à manger et à prendre un bon départ dans la vie, comme sur cette feuille. Dans certains cas, ces ovipositeurs sont modifiés en de longues structures ressemblant à des seringues, où ils peuvent pondre des œufs dans le corps d'autres insectes. C'est justement un tel cas avec ces guêpes parasitoïdes, Cotisia glomerata, insérant leurs œufs dans ces malheureuses chenilles Pieris brassicae, qui vont maintenant devenir des hôtes involontaires de la prochaine génération de guêpes, destinées à éclore à l'intérieur d'elles et à manger leurs sorties, en s'assurant qu'elles ont une bonne source de nutrition dans leur premier repas, leur permettant de prendre un bon départ dans la vie, au détriment des chenilles, bien sûr. Si nous devions noter que les insectes et tous les autres arthropodes sont enfermés dans une coquille dure imperméable, nous reconnaîtrons que l'un des importants défis de ceci est lié à la diffusion des gaz entre l'organisme et son environnement. En particulier, obtenir accès à l'oxygène pour la respiration cellulaire. Afin de résoudre ce défi, les insectes ont une série de petits trous sur le côté de leur carapace, connus sous le nom de spiracles, qui permettent à l'air de se diffuser directement dans des tubes à l'intérieur du corps. Ces tubes sont connus sous le nom de trachées et vont distribuer l'air directement dans les tissus, muscles et organes, plutôt que d'être diffusés dans un fluide circulatoire tel que le sang, ce qui est commun pour presque tous les autres animaux. Ainsi, le mécanisme d'échange de gaz chez les insectes est hautement modifié et très différent, en conséquence de vivre dans ces coquilles imperméables. De nombreux insectes ont évolué vers un haut degré de socialité. Cela signifie qu'ils vivent dans de grands groupes d'individus apparentés, comme ceux que l'on trouve chez les hyménoptères sociaux, l'ordre des insectes qui comprend les abeilles, les guêpes et les fourmis.
nous constatons que beaucoup de ces insectes vivent en colonies d'unités familiales, fondées par une reine et composées en grande partie par sa progéniture. Et ils travaillent tous ensemble pour le bénéfice de la grande unité familiale, comme ces fourmis, qui s'entraident toutes pour transporter un gecko mort jusqu'à la colonie. Et bien sûr, nous pouvons imaginer comment cela pourrait conduire à d'importants niveaux de succès pour ces unités familiales qui travaillent ensemble plutôt que chacun pour soi. Une des coévolutions qui est associée aux insectes sociaux est le processus de la pollinisation. Il est apparu à l'ère mésozoïque, pendant l'ère des dinosaures, quand les plantes ont commencé à produire des attractifs pour leurs fleurs. Ceux-ci étaient d'un grand intérêt nutritionnel pour les insectes, de sorte qu'ils prenaient l'habitude de visiter ces fleurs fidèlement. En conséquence, le pollen serait transféré d'une fleur à l'autre beaucoup plus efficacement que si la plante devait simplement envoyer le pollen dans l'air, en espérant qu'une partie atterrisse sur une fleur spécifique. Les insectes qui transportent le pollen d'une fleur à une autre impliquaient beaucoup moins de déchets et une directionnalité beaucoup plus spécifique pour le ciblage de la même espèce de fleurs. Donc, suite à ceci, il y a eu une adaptation évolutive au fil du temps pour que les plantes favorisent les insectes qui viennent et visitent les fleurs, en leur fournissant des récompenses, comme le pollen riche en protéines et le nectar riche en sucre et en acides aminés. C'est une nourriture importante pour les insectes pollinisateurs et la raison qu'ils visitent les fleurs. Donc, ça finit par devenir une relation symbiotique, ce qui signifie que les plantes et les insectes bénéficient de leur association avec l'autre. Cela signifie également que de nombreuses plantes à fleurs ont aujourd'hui une relation obligatoire avec des insectes pollinisateurs pour assurer leur reproduction. Elles ne sont plus capables de le faire par elles-mêmes. Il y a un certain nombre de conséquences qu'il est important à considérer en ce qui concerne la société humaine. Par exemple, la production de nourriture, qui dépend largement des insectes pollinisateurs pour produire le développement des fruits, des noix, des graines et des légumes à partir de ces fleurs qui ont été pollinisées. De plus, nos systèmes de production alimentaire sont dépendants de moins en moins d'espèces pollinisatrices, car nous avons tendance à préférer les espèces qui sont gérées artificiellement, comme les abeilles domestiques et les bourdons, en raison de la facilité de leur élevage et de transport. Mais cela a conduit à un sérieux défi pour la pollinisation naturelle. Au cours des 50 dernières années environ, il y a eu un déclin dramatique dans le nombre de tous les insectes, d'une manière générale à travers le Conseil, pas seulement les pollinisateurs. Et c'est en grande partie pour la même raison, l'activité humaine. Les populations de pollinisateurs indigènes sont en déclin en raison des effets de l'agriculture, tels la compétition pour les ressources florales par les abeilles exotiques gérées, la perte d'habitat due à l'urbanisation et l'utilisation répandue des produits chimiques toxiques comme des pesticides. Compte tenu de la nature ubiquitaire des arthropodes et les rôles critiques qu'ils jouent dans le fonctionnement des écosystèmes, nous devrions vraiment être inquiets au niveau de la perte de la biodiversité des arthropodes. Non seulement pour le fonctionnement général des écosystèmes, mais aussi du point de vue personnel et éclairé pour notre propre survie.